Docteur Taureau, exercice de funambulisme, Non. parce on écoute les Français et il vaut mieux essayer de trouver le juste équilibre. C'est quoi le but de ce troisième confinement? C'est bien de bloquer une pandémie. On ne dit pas confinement, on dit mesure de freinage. D'accord, parce qu'un con, sans confinement, ce que vous voulez. Enfin, on a bloqué les gens. Mais c'est quoi cette histoire? On est bien dans une phase, et vous l'avez dit, qui est critique, parce que faudrait mettre tous les jours encore les chiffres. C'est pas parce qu'il y a ça s'est arrêté. Là, aujourd'hui, c'est une catastrophe dans les hôpitaux. Et d'ailleurs, le directeur général de la santé de l'Île-de-France l'a dit. Si on ne bloque pas rapidement, l'hôpital va éclater. Ça, c'est une chose. Tout le monde le dit aujourd'hui. Et on prend des mesures. Je dis, j'entends, on va faire confiance. Ah, on a vu ce week-end ce que c'est de faire confiance. Vous avez vu les carnavals qui s'est passé? Les uns contre les autres sans masque. Arrêtez de dire qu'on fait confiance, ça fait des années qu'on fait... C'est un cas isolé, Ludovic. Non, Julie, vous verrez que ça fera des petits... Sur l'ensemble du territoire français. Mais je ne veux pas de cas isolés, parce que dans ceux qui étaient là, il y en a certains qui seront contaminés et contaminants et qui iront forcément aux urgences. Je vous dis aujourd'hui qu'il y a une urgence sanitaire. Tout le monde le reconnaît. Le gouvernement, les spécialistes et les soignants demandent une chose. Arrêtez de nous envoyer des gens dans les hôpitaux qui sont contaminés par le Covid. Le seul moyen d'arriver, c'est d'avoir des mesures de confinement. Est-ce que ce qui a été annoncé là, ça va bloquer la pandémie? Non, ça ne la bloquera pas. Je souhaite que ça le fasse, mais ça ne le fera pas. Et voilà, on sera confronté encore à des morts. Je dis... Oui, mais alors, si le gouvernement avait dicté de nouvelles règles, vous auriez été le premier à dire c'est de l'infantilisation, on sait ce qu'il faut faire, ça fait un an. Le choix de la liberté, c'est toujours un peu plus angoissant. Il faut faire confiance aux gens. On ne sait pas si on peut leur faire confiance. C'est sûr, ça suppose de faire confiance. Ouvrez les disquaires. C'est le choix de la liberté. Ouvrir les disquaires, c'est une blague ou quoi? Il n'y a plus de disquaires. Tout, on télécharge tout. Mais c'est quoi cette histoire? Les cordonniers, oui. Les cordonniers, oui, pas les marchands de chaussures. Les coiffeurs, oui, mais pas les et il y en a certains qui vont être ajoutés chaque jour. On rallonge. Excusez-moi, aujourd'hui, dans une crise sanitaire où il faut sauver des gens, où il faut que la vaccination arrive, et excusez-moi, on en parlera tout à l'heure, on est un peu à la ramasse quand même. Donc il y a urgence. Quand il y a urgence, il faut des mesures efficaces. Est-ce que ce qui a été annoncé là, c'est efficace? Je vous dis que médicalement, et tous les spécialistes le disent, ce ne sera pas efficace. Maintenant, je comprends ce que vous dites, Julie, par rapport, ça fait un an. Mais autant qu'on le fasse dur, comme j'ai dit, avec vaccination, et on en sort. Parce que là, vous verrez les chiffres. Moi, je veux les chiffres chaque jour, dans les 15 jours, dans les 3 semaines, dans les 4 semaines. Et si c'est pire, si on n'a pas pris la bonne décision, on se retrouvera quand même avec un vrai confinement d'ici 3 semaines ou 4 semaines. Oui, mais quand vous avez refusé un confinement strict, comme on a connu au mois de mars 2020, est en fait assez raisonnable. Nos citoyens ne croient pas dans ces mesures parce que depuis le début, ils se font balader, on leur a fait plein de promesses. C'est un problème tout simplement de comprendre. Alors, maintenant, je vais vous poser une question. Tous les chefs de réa aujourd'hui sont au bord et nous disent que bientôt, on va choisir. Est-ce que, Julie, vous êtes prêt à qu'on choisisse les gens qui aillent en réa ou pas? Moi, je ne comprends pas que depuis un an, on ne soit pas parvenu finalement à augmenter cette capacité. Oui, j'ai posé la question, mais ça, je n'arrête pas de poser la question. Tous les spécialistes qui défilent, ils me répondent tous la même chose. On a les moyens matériels, on n'a pas les moyens de formation humaine. Mais comment en un an, on a du personnel de santé déjà Le Canard enchaîné, même aller plus loin, le Canard enchaîné a dit qu'on était passé de 2500 lits à 1700 lits en réanimation. Ce qui est quand même catastrophique. On a fermé des lits entre mars 2020 et aujourd'hui. Donc ça va plus loin, en fait. Parce que si une partie de l'argent qu'on avait fléché sur le secteur privé, on l'avait orienté pour former très très vite une masse de soignants qualifiés, là peut-être qu'on aurait pu le docteur Taureau. Un rouge, et pour commenter, je vous ferai remarquer quand même que toutes les pathologies chroniques aujourd'hui ne rentrent plus dans les hôpitaux parce qu'ils sont pleins de Covid. Et vous verrez qu'il y aura des comorbidités dans 2 ans parce qu'on ne va pas soigner les gens qui ont des pathologies graves aujourd'hui. C'est ça aussi ce qu'il faut penser, et pas seulement. Donc aujourd'hui, il faut ouvrir l'hôpital à toutes les pathologies. Elles sont fermées, elles sont à 90% Covid. Je m'excuse, il y a d'autres gens aussi qui doivent se faire soigner, pas seulement pour la Covid. Ou pas, docteur Taureau, non à la dissolution l'UNEF, arrêtons de parler de fascisme. Dissolution, moi je dirais qu'en tant qu'élu aussi, ça me paraît difficile d'accepter ce genre de décision où on choisit en fait des gens de par leur couleur de peau, de par leurs idées pour les réunir, alors que nous dans les villes, à niveau des collectivités, on réunit tout le monde justement pour faire un mieux vivre ensemble. L'UNEF, c'est depuis 1907. J'ai regardé un peu ce qu'est l'UNEF. L'UNEF, c'est informer, défendre les droits, organiser la solidarité. La solidarité par mélange des gens. Il faut mélanger les gens pour qu'ils puissent discuter, pour qu'ils voient les erreurs. Si l'UNEF décide de mettre seulement des personnes bien précises qui sont en difficulté, je pense qu'on n'avancera pas. C'est tout le contraire de ce qu'on fait dans une démocratie. Mais vous savez ce qui s'est passé? Attendez, je vais vous raconter ce qui s'est passé. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient à des listings dans leurs antennes locales, ils disent voilà, on va organiser une réunion contre le racisme. Et qui est-ce qui répond en fait à qui est-ce qui vient à la réunion à la fin? Il s'avère que c'est que des personnes racisées. Ils font la même chose aussi sur les questions du sexisme. Et il s'avère parfois qu'il n'y a que des femmes qui viennent pour parler de ça. Quand elle a été interrogée, elle a dit qu'elle n'acceptait
voudrait pas de personnes blanches dans ces réunions. C'est elle qui l'a dit, c'est pas moi. Donc la présidente l'a dit. Mais c'est aussi une manière, en fait, en réunissant en fait des personnes qui sont victimes d'une discrimination spécifique, ça veut dire que de mieux s'organiser. Et moi je pourrais pas y aller. C'est ça qui vous défrise. Non, moi ça me défrise pas. Vous savez, moi j'ai dire quelque chose. Il y a d'autres réunions. Pourquoi je ne pourrais pas participer à cette réunion, Ludovic Toro? Mais il y en a d'autres auxquelles vous pourriez participer. Oui, mais excusez-moi, celle-là, si je voulais y aller, elle m'aurait été interdite. Pourquoi? Parce que vous êtes un mâle blanc de plus de 50 ans. Alors, c'est pas gentil pour les plus de 50 ans. C'est pas sympa. Non, mais est-ce qu'on peut y aller tous les deux avec Ludovic? Parce qu'en fait, ça nous intéresse tous les deux potentiellement. La polémique est complètement hallucinante parce qu'en fait, les réunions non mixtes dans les associations féministes comme Osez le féminisme et avant moi le MLF dans les années 70 ont toujours existé. C'est juste des groupes de parole, des gens qui se rassemblent pour parler de leurs expériences d'oppression commune. C'est-à-dire que par exemple à Osez le féminisme, on est une association mixte, d'accord? Donc tout le monde peut participer à l'Assemblée générale, tout le monde peut voter et prendre les décisions en termes d'orientation de l'association, mais ensuite de temps en temps il y a des ateliers où on va parler violences sexuelles ou sexualité et on estime qu'on a besoin de se retrouver entre femmes parce que ça permet la libération de la parole. Ça permet de libérer la parole. Ou ça permet à la parole de tourner en rond. Il faut faire la différence entre des réunions qui sont des réunions d'échange, que sont ces ateliers en non-mixité, et par contre les organes de décision. Et là, il y a une photo qui tourne beaucoup de défense sanitaire autour d'Emmanuel Macron, où il y a 20 hommes, tous blancs. Et les organes de décision qui, là, ne sont pas paritaires, où il n'y a pas de diversité, où il n'y a jamais une personne noire, et il n'y a jamais une femme, ça, c'est problématique parce que eux prennent des décisions pour tous et pour tous. Vous avez raison, ils vous condamnez il faut ce qu'ils ont un fait. petit peu faire la différence. Il faut faire la différence Pourquoi Julie et moi ne pourrions pas aller dans ces groupes pour pas leur parler? Alors déjà, vous pourriez. Moi, j'ai des expériences. Vous n'êtes pas étudiant, donc vous avez. Mais je l'ai été avant vous, cher ami, d'accord? J'ai passé 10 ans d'étudiant, d'accord? Donc je peux vous les raconter la vie d'étudiant dans les hôpitaux et tout ce qui s'est passé. Quand vous l'étiez, on a tous été. Pour aller dans la même mon expérience et tout ce qui s'est passé. Pour aller dans la même par rapport. Ce que je voulais dire, c'est la même chose. Il ne faut pas dissoudre cette association. Il faut juste dire que c'est ouvert à tout le monde. On ne peut pas mettre des portes pour certains et des portes par l'autre. C'est une république. Il y a liberté, égalité, fraternité. Et l'UNEF doit se baser sur ces trois piliers qui sont importants pour la République. Rouge aussi pour Ludovic Toro. Ludovic Toro. Oui. J'ai lu un peu ce que disait Ménès. Il disait, j'ai rien à dire comme ma direction. Ça résume tout, parce que la direction a enlevé une partie dans le film qui était liée à ça. Mais moi, j'ai été plus loin, j'ai été voir les vidéos et les films. C'est vrai que c'est particulièrement affligeant, quoi. C'est au-delà de là, par rapport à toute la population qui regarde, on dirait une personne soumise et l'autre vient comme un gagnant, une victime. Donc maintenant, il y a des preuves. C'est pas, comme tu disais, Julie, fort justement, on est présumé innocent. Là, il y a quand même des films qui pourront... Donc je pense qu'il faut porter de plainte là-dessus. En plus, c'est un endroit très particulier, le sport. Voilà, au 14 juillet, 100% de personnes qui souhaitent le faire vacciner, et même sans Spoutnik, monsieur Toro, 90 secondes, 14 juillet, c'est parti. Fin de la monarchie, fin de la Covid, c'est annoncé, on n'en parle plus. Donc il y avait un variant breton, on l'a trouvé, il est à l'Europe, c'est le variant breton. Thierry Breton. Oui, tout à fait. Comment il peut dire des choses comme ça? Comment il peut annoncer ça? 3 choses. La communication. D'abord, annoncer ça au 14 juillet. C'est une blague. Je veux dire, il faut arrêter d'annoncer des choses qu'on ne tient pas. C'est la première chose. On le faisait en France, on l'a bien vu. Maintenant, on le fait en Europe. D'accord? Mais ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'il n'a pas dû entendre sa présidente, Ursula von der Leyen, qui a dit, on s'est trompé, on n'a pas été à la hauteur, on n'a pas bien commandé. Et lui, tout va bien. Il l'a dit, il y a assez de vaccins, dormez tranquille. Mais bien au-delà. Spoutnik, on n'en veut pas. Mais c'est quoi cette blague, Spoutnik, on n'en veut pas? Il faut tout simplement faire le maximum, qu'on ait le plus de vaccins possible. Donc, étudions Spoutnik. Il y a déjà 50 pays qui ont signé. Et je vous rappelle quand même que l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne se sont rapprochés des Russes. Et même Emmanuel Macron a envoyé un émissaire en Russie pour éventuellement construire sur notre territoire quelque chose pour Spoutnik. On fait des AMM. C'est-à-dire une autorisation de mise sur le marché. Pourquoi on ne commence pas maintenant, regardez nous les scientifiques français, sans attendre la décision de l'Europe, si on ne peut pas le faire? Est-ce qu'on doit être... Je suis un pro-européen à fond. Mais là, Thierry Breton, excuse-moi, vous m'avez fortement déçu sur quelqu'un qui a été mis en place justement pour gérer cette pandémie. C'est un échec. Et dire le 14 juillet, c'est dans quelques temps. Et dire l'immunité collective. Est-ce que, monsieur Breton, vous savez que l'immunité collective, elle est à 80% avec le nouveau variant et on est à peine à 22%? On arrête de dire des bêtises, c'est très important pour le citoyen. On le disait en France, maintenant on le dit au niveau de l'Europe, ce n'est pas supportable. Ah bah ok, c'est réglé. Et monsieur le docteur Tauron a fait une ordonnance, une sévère, à Thierry Breton, commissaire européen. Donc vous n'y croyez pas non plus, c'est une pique.
Il y a plein d'incertitudes sur la livraison des vaccins, sur notre capacité à vacciner réellement jusqu'au 14 juillet. Enfin, par rapport 60 millions de doses qui seront livrées en mars, 100 millions en avril, 120 millions en mai, 55 usines qui fabriquent désormais les vaccins en Europe. Attendez, Alain, j'ai fait l'addition, c'est facile, c'est 350 millions de doses qui seront livrées entre maintenant et fin juin. À quoi il convient de rajouter les 54 millions de doses qui ont déjà été administrées au niveau européen. La prochaine fois, vous me demandez pour votre. D'accord. Donc on devrait y arriver quand même. On devrait y arriver. Mais est-ce que ces livraisons vont être réellement faites à temps, comme on le souhaite, comme on le souhaiterait? J'aimerais bien, mais depuis le début, je pense qu'il y a des incertitudes quand même sur notre. Enfin, il y a eu des retards qui ont été pris à certaines livraisons et entre les commandes et les livraisons et l'effectivité des vaccinations. On attend de voir, mais je pense que c'est vraiment la sortie tant attendue par toutes. Je vais vous avouer quelque chose. Vous savez qu'est-ce que j'aurais, moi, comme vacciné, comme médecin généraliste? Un flacon dans 15 jours. Ça, c'est la réalité de terrain, d'accord. Un flacon avec dedans combien? 10 doses, 10 doses, d'accord. C'est l'AstraZeneca? Oui, vous savez, l'AstraZeneca. Alors, on a le problème de l'AstraZeneca, parce que là, il va falloir redonner confiance à tout le monde. Maintenant, ils veulent tous du Pfizer. Vous vous rappelez, au début, on voulait pas l'ARN messager, maintenant, on en veut tous. Donc, voilà, sur les doses, maintenant, on a tellement été refroidis. Et quand même, Ursula von der Leyen dit qu'on s'est trompé, qu'on n'aura pas les doses. Johnson & Johnson nous annonce déjà qu'ils auront en retard. Et annoncer ça de brut. Tranquille, le 14 juillet, on sort les drapeaux, il n'y a plus de Covid. On l'a fait en France avec le mois d'avril, rappelez-vous. On disait le 4 avril, ça va être réglé l'histoire. On est confiné, d'accord, au mois d'avril. Donc il faut arrêter de promettre des choses qu'on ne tient pas. Mais là, ce qui me déplaît un peu, c'est que cette personne qui annonce ça en disant qu'il n'y a pas de problème de vaccin, il n'y a pas de problème de dotation de vaccins. Venez un peu sur le terrain, en France, dans le 93, en Seine-Saint-Denis, dans mon cabinet médical. Vous verrez mon frigidaire. Il y a non, le flacon, il la revend dans 2 semaines. Moi, j'irais même encore plus loin que Ludovic. Je pense que le gouvernement et la Commission européenne sont responsables en fait de la pénurie, dans la mesure où précisément ils ne veulent pas de Sputnik pour des raisons en fait, je sais pas, géopolitiques ou idéologiques. Ça, c'est la première. Attente d'homologation aussi. Ok, mais avant tout, on les a entendus, les députés En Marche nous dire que Sputnik c'était pas possible, etc. Alors qu'il y avait d'autres députés, notamment de l'opposition, 55 pays qui disaient genre il est intéressant ce truc, ce vaccin, il faudrait l'étudier. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose qui est encore plus grave, c'est que ce que pourrait faire le gouvernement et ce que pourrait faire la Commission, c'est aller demander aux laboratoires d'ouvrir les brevets. C'est là qu'ils sont, à mon avis, encore plus hautement responsables de la pénurie à laquelle on fait face. Parce que s'ils avaient forcé, en fait, par des moyens légaux, mais par tous les moyens possibles, en fait, on est face à une pandémie qui est hyper grave. Ludovic l'a dit tout à l'heure. Donc, au bout d'un moment, l'idéologie néolibérale, capitaliste, qui fait qu'il y a des brevets, que les entreprises pharmaceutiques peuvent se faire des milliards et des milliards sur le dos de gens qui sont en train de crever la bouche ouverte. Cette idéologie-là, il faut la combattre, et Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen l'ont parfaitement embrassée en disant non, nous on accepte les règles du marché et on attend qu'ils produisent. C'est pas possible. Là-dessus, Pablo, vous n'y êtes pas du tout. Parce que le problème, c'est pas les brevets au sens invention des vaccins, on en a trop en fait. Ce qu'on n'a pas assez, on a trop de vaccins inventés. Ouais. On n'a pas assez de doses de vaccins produites. Allez, on parlait aux Indiens et aux Africains du Sud. Le problème, c'est pas des brevets. Le problème, c'est qu'on a besoin de chaînes de production. On a besoin d'usines. On a besoin de sous-traitants qui fabriquent ce dont notamment en Inde et en Afrique du Sud. Il y a 120 pays dans le monde qui demandent l'ouverture des brevets. On n'est qu'une poignée de pays à bloquer l'ouverture, mais il s'avère qu'il y a tous les pays de l'Union européenne, les États-Unis, l'Australie et le Japon. Donc évidemment, on bloque tout. Non, mais si vous voulez, mais l'Inde et l'Afrique du Sud veulent. Si vous voulez me faire dire qu'il faut signer des accords de production avec tous ceux qui ont de quoi produire, oui, et c'est ce qu'a fait Sputnik d'ailleurs. Ils ont signé récemment, y compris en Inde, qui leur ont ouvert des chaînes de production, et ça c'est très très bien. Mais c'est pas un problème de brevet incorporel, de droit incorporel. En tout cas, c'est un problème des entreprises pharmaceutiques qui se font du fric. Alors, on revient au docteur Taureau. Non, mais on peut pas dire ça non plus, puisqu'ils se font engueuler du matin au soir parce qu'ils produisent pas assez vite. Donc eux, leur intérêt, ça serait de produire plus pour vendre plus, pour respecter leur engagement contractuel, pour le mot de la fin. Et pour pas avoir des pénalités. L'intérêt, c'est qu'on ait beaucoup de vaccins, quel qu'il soit, qu'il doit être testé par l'AMM, en effet, européen, mais française. Et évidemment, Vladimir Poutine, et pourtant je suis très loin de ses idées, a répondu: cher commissaire Breton, arrêtez de faire preuve de partialité. Les Européens veulent un choix de vaccins sûr et efficace que nous n'avons pas encore fourni. Donc ça, c'est une pique. Mais quelque part, ils nous donnent, essayons. Ils ont mis des chaînes de production, c'est signé en Italie. Ça va le faire en Allemagne, ça va le faire en Espagne. Il faut qu'on le fasse en France. Si le vaccin n'est pas bon, nous avons des autorités sanitaires qui nous diront non. Eh ben, on le prendra pas. Mais tous ceux qui viennent, il y a plusieurs vaccins, c'est pas parce qu'ils viennent de Russie qu'ils seraient pas bons. C'est pas parce qu'ils viennent d'autres pays qu'il n'est pas bon.
Regardons, il y a 3 phases. Et d'ailleurs, le Lancet, qui est une des plus grandes revues, a donné des chiffres qui sont très bons, à 92%. Et on va rester là avec Monsieur Breton qui dit non, vous les Russes, on n'en veut pas. Monsieur Breton, on veut sauver des gens très rapidement. C'est tout. C'est notre combat. On y va pour le verdict ou le jugement concernant le diagnostic concernant le docteur Taureau. Convaincu, pas d'immunité au 14 juillet. Je suis assez convaincu si on continue avec cette campagne vaccinale qui tarde. Chaotique. Le 14 juillet. Non mais il faut arrêter avec ce républicanisme genre à la noix, qui n'a aucun sens en matière de... un vaccin et des lampions le 14 juillet. On a bien gagné la Coupe du Monde il y a 2 ans aux alentours du 14 juillet. Alors Julie Graziani, pas convaincue ou Non, moi je pense que c'est jouable. 450 millions d'Européens, 400 millions de doses produites, ça veut dire qu'un Européen sur 2 pourra avoir reçu sa première dose. D'accord Ludovic, ça n'est pas suffisant, mais modulo l'effet d'immunité aussi naturelle, le variant qui va un peu moins se propager peut-être avec les mesures de freinage. Bon, c'est jouable, mais il faut vraiment mettre le paquet sur la production. Donc, pas convaincu par l'argument du docteur Taureau. Pas convaincu par l'argument du docteur Taureau. Vous pensez qu'on va y arriver? Je pense que c'est jouable.